enregistrement 2 sur 2, introduction à Lightroom avec Igor Tirtievich, formateur à l'EFP. Ça enregistre, ouais, ça enregistre. Ok, donc, tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu, succinctement, l'importation, le potentiel de Lightroom par rapport au filtre intégré dans la bibliothèque, par rapport aux critères de sélection, de notes, par rapport aux critères de métadonnées de mots-clés, de métadonnées spécifiques des appareils photo. Maintenant, je vais vous remontrer vite fait, un petit peu, je vais refaire une autre importation d'un reportage complet, mais juste avant, je vais vous montrer un petit peu ici sur la gauche, le panneau de gauche. Le panneau de droite, pour le moment, ici, on a vu, si on prend une photo ici, si on revient sur le panneau de droite, on va le survoler, on voit l'histogramme, donc c'est les données un petit peu techniques. Cette photo a été faite à ISO 200, 15 mm à f16, 1 centième de seconde. Voilà, c'est une photo d'origine, donc c'est un RAW plus un aperçu dynamique. Et en fait, cette espèce de graphe ici, que vous voyez en différentes couleurs, vont représenter en fait les intensités et les valeurs de luminosité qui vont du noir en passant par le blanc. Et normalement, c'est plus ou moins détaillé en 256 niveaux de dégradé de gris. Mais du coup, on va avoir, donc le gris, c'est les valeurs de luminosité, et les autres couleurs que vous voyez représentent les quantités de couleurs présentes sur l'image. Donc par exemple ici, cette espèce de pic bleu va représenter, selon vous, quoi sur l'image ? Il y a une grande quantité de bleu ici, dans les tons clairs. Voilà, c'est les hautes lumières. Donc, si je prends sur cette image-ci, si je regarde rien que sur mon histogramme, j'ai une espèce de pic bleu dans les tons clairs. C'est mon ciel. Ici, je vais avoir un petit peu de bleu ici. Je vais avoir évidemment des influences un petit peu bleues. Donc, ça va permettre de vous indiquer un petit peu à quoi ressemble votre image par rapport à des niveaux de valeur. Maintenant, on a des choses très importantes à savoir dans les histogrammes. C'est que, regardez, je vais modifier, normalement je ne le fais pas beaucoup, mais si j'augmente, excusez-moi, c'est inversé, donc c'était les valeurs inversées, mais c'est pas grave. Ici, vous voyez que j'ai un pic qui touche le côté droit, donc il commence à être très très clair. Si je l'augmente encore l'exposition, là on commence à vraiment perdre des valeurs. Si je vais à l'inverse, j'assombris mon image, vous voyez que le contraste de mon image, on a un pic qui apparaît sur la gauche, donc on commence à avoir ce qu'on appelle des tons bouchés. Et ce graphique, vous pouvez le retrouver dans votre appareil photo aussi. Avant même de prendre la photo, vous pouvez avoir un indicateur d'histogramme. Pas forcément tous les appareils photo, mais beaucoup d'appareils photo peuvent afficher ça sur l'écran. En gros, sans trop vous casser la tête avec l'histogramme, il faut toujours éviter sur l'histogramme d'avoir ça. Quand vous avez un histogramme qui touche le côté droit, on a des tons brûlés, exactement. On a des tons, ça veut dire qu'on a des zones où... Vous vous rappelez mon histoire du gobelet ? Sans détail. On a la lumière qui a débordé du gobelet. Et si ça a débordé du gobelet, on ne sait pas le récupérer, c'est fini, c'est time. Donc jamais, en général, c'est pour ça, c'est l'intérêt de l'histogramme. On va toujours éviter d'avoir un histogramme qui va toucher le côté droit. Et au possible, pas trop, là ça va encore, mais là on est d'accord que ça ne va plus, quoi. Sauf si c'est des choix... des choix personnels, des choix éditoriaux, des trucs comme ça. Ok ? Du coup, le pic bleu, alors là, qui a vu que c'est dans les tons sombres, c'est dans les ombres ? Oui, en fait, parce que tu vois, mon ciel est sombre, il n'est pas clair. Donc c'est des tons qui sont plutôt dans les ombres, plutôt que dans les tons clairs. Et en fait, tu vas avoir une grande partie des bleus qui va être présent dans l'eau aussi et dans les ombres. Quand les ombres à ce niveau-ci, c'est un coucher de soleil. Les ombres commencent à être bleues à ce niveau-ci. Donc c'est parce qu'on a une grande présence de tons bleus dans ces images-ci. Si par exemple, admettons que j'ai cette photo, si je vais dans le développe et que je vais dans la saturation par couleur et que j'enlève tout le bleu, alors ça disparaîtrait de l'histogramme aussi ? Il y aurait une influence, oui. Exemple, je vais vite vous montrer par le principe. Je vais aller ici, voilà, saturation. Je vais... mais du coup, il ne disparaît pas forcément. Alors, il ne disparaît pas, pourquoi ? Parce que c'est... Parce qu'il reste encore du bleu quand même. Parce que d'un, il reste que du bleu. Et ça, c'est beaucoup l'histogramme aussi, qui est lié aux valeurs qui existent dans l'image, en fait. Il y a toujours les
les informations de base. Voilà, les valeurs existent quand même dans l'image, mais après, si tu veux du coup... Pour les faire disparaître, il faudrait enlever la saturation du bleu, sauvegarder, Oui, essayer de retoucher Ouais, c'est ça. la nouvelle. tu vois, parce que j'ai beau changer, aucune des valeurs de couleur, là on influence un petit peu la luminosité, mais toutes les valeurs ne... Après, Niveau couleur, ça bouge pas. Quoi. ouais. Tu vois, il n'y a quasiment rien qui bouge à ce niveau aussi. Ok, je vais revenir groupe ici. Donc histogramme, c'est un indicateur. Développement rapide, c'est touche pas à sa petit con. C'est bien si tu veux vite, par exemple, modifier une balance des blancs ou vite prendre un pré-réglage défini. Tu en as plein qui existent. Moi, j'en ai plein aussi. Vous pouvez vous-même sauvegarder vos pré-réglages. On verra un autre cours plus profondément les réglages personnalisés. Mais 9 fois sur 10, moi, ça, je ne touche pas. Pareil ici, développement rapide. Mots-clés, si on veut en rajouter, par exemple. On a par exemple des suggestions qui peuvent se faire. On a des ensembles de mots-clés. Tu vois, par exemple, si je prends l'ensemble de mots-clés mariage, il va proposer tous ces mots-là, par exemple, liés au mariage. Si, par exemple, photographie de portrait, il va proposer, par exemple, tous ces ensembles de mots-clés. Vous pouvez vous-même créer des ensembles de mots-clés. Donc ça, c'est bien si on fait systématiquement les mêmes travaux. Pour gagner du temps, hop, on copie ensemble de mots-clés. Hop, on va attribuer l'ensemble de mots-clés, on va choisir, on peut les mettre dessus. On va avoir ici aussi une sorte de répertoire. Montre-moi toutes les photos, par exemple, avec tous les mots-clés uniquement en studio. Donc là, il va sélectionner étrangement ou pas. Je crois que ça, c'est la liste des mots-clés qui ont tous déjà été utilisés. Oui, mais normalement, on devrait pouvoir les sélectionner en simplement le cliquant dessus. Tu vois, il y a ce petit réglage. Enfin, ceci dit, je n'utilise quasiment jamais. Moi, je fais plutôt, mais quand j'ai besoin de le retrouver, c'est plutôt avec ces réglages-ci. Mais bref. Ici, on retrouve les métadonnées spécifiques image par image. Et certains, tout n'est pas éditable. Certains sont éditables, on peut les modifier un par un si on veut, par exemple. Je reviendrai une autre fois sur des infos de mots-clés, parce que justement, on peut avoir des infos bulles, des trucs pareil, comme les commentaires, mais ça, on ne va pas se casser le chou pour le moment avec. Je vais revenir maintenant sur le panneau de gauche. Alors, le panneau de gauche, on va avoir la navigation, donc son image en vignette ici. Si par exemple, je décide d'adapter, hop, j'ai mon image adaptée à ma taille d'écran, on peut modifier la taille un petit peu de ces colonnes-ci, ça va adapter cette image-ci. On peut regarder l'image évidemment en 100%, donc là c'est sa taille réelle. À savoir, dans Photoshop et dans différents programmes, on va éditer des images pour avoir le rendu réel de la netteté que à 100%. On va pas éditer une résolution en dessous à 100%. On peut zoomer évidemment un peu plus sur son image pour voir un détail un peu précis, par exemple la cerise. On peut même choisir d'autres types de zoom, mais souvent, dans la navigation de catalogue, on va souvent travailler adapté ou alors en petites vignettes. Et d'ailleurs, on peut modifier la taille des vignettes, évidemment, pour faciliter sa navigation ou son choix d'image. Donc, on va avoir son catalogue avec toutes les photos du catalogue, toutes les photos synchronisées avec le service en ligne, parce qu'il y a une version Lightroom Cloud qui existe sur iPad, iPhone, Android et tout ça. Collection rapide, donc ça, c'est par exemple, c'est un système qui vous permet de vite... en sélectionnant, en cliquant par exemple ici, un petit cercle, en cliquant dessus, ou en sélectionnant l'image en appuyant sur la touche B, ça va permettre de mettre en fait toutes les images. Hop, là je vais l'enlever, là je vais l'enlever. De mettre toutes ces 4 images-ci, par exemple, dans une collection rapide. Je vous montrerai après l'intérêt de la collection rapide, ça a plein d'intérêts évidemment. Évidemment, va montrer aussi l'importation précédente, la dernière photo importée. La collection rapide, ici par exemple, j'ai toutes ces photos-ci. Si je fais une petite sélection globale, on va rentrer, dossier, je vous en parle après, dans collection. Ça, c'est quelque chose d'important. Je vous ai parlé de vos photos votre bibliothèque qui représentait un peu une étagère. Vos collections, c'est des boîtes qui se retrouvent dans cette étagère. On peut créer en fait des ensembles de collections et des collections
plus spécifique. Donc par exemple, je crée un ensemble de collections que je vais appeler Portrait Studio. Ouh là là. Portrait Studio. Mais même si tout n'est pas en studio, c'est pas grave. Hop. Et on peut créer des sous-ensembles dans les sous-ensembles. Hein. Donc par exemple, ici, j'ai Portrait Studio. Je vais sélectionner. Ah non, j'aurais pas dû, excusez-moi. Je reviens sur ma collection rapide. C'est l'avantage de la collection rapide. On va cibler en fait des photos qu'on veut du coup traiter par lot, les éditer ou automatiquement les intégrer à une collection. Donc là, elles sont toutes sélectionnées. Je vais faire un commande A pour toutes les resélectionner, collection. Et je vais créer ici une collection. Je vais l'appeler Sandra, que je vais intégrer en cliquant ici dans la collection Portrait Studio par exemple. Est-ce que je veux créer des copies virtuelles ou pas? Est-ce que je veux définir comme collection cible? Ça, par exemple, c'est plutôt que d'avoir une collection, une sélection temporaire. On va automatiquement, par exemple, envoyer les photos dans cette collection-là en appuyant sur la touche B ou des trucs comme ça. Ça, c'est plus profond, on ne fait pas. Je fais créer et vous voyez que du coup, j'ai créé automatiquement une espèce de collection ici avec toutes les photos de Sandra, par exemple. Si je reprends, par exemple, toutes mes images ici dans mon catalogue global, et je vais dans mes ensembles de collections, ben, je peux simplement cliquer sur les clics de Sandra. Il va automatiquement me relever toutes les photos de Sandra. Donc si par exemple, vous faites plein de photos de mariage, vous faites un ensemble de collections mariage, et vous faites mariage Pierre et Yves, un mariage, c'est pas moi, Igor et Igor, si j'ai envie de me marier moi-même, Kevin et Sandra, justement, qui vont bientôt se marier, bah, tu peux faire des sous-ensembles là-dessus et très vite remonter en cliquant là-dessus l'ensemble de photos à ce niveau-ci. Tu fais évidemment ce que tu veux. Voilà. Le fait de faire une sous-rubrique, c'est comme si on faisait un duplicata d'image, ça n'a rien à voir. C'est la même image. C'est la même image, c'est comme si tu faisais un espèce de raccourci pour le rassemblement. Voilà, pour le rassemblement de toutes ces photos-là. C'est en gros, c'est presque. C'est la même image qui sont dans les deux dossiers. Oui, c'est la même qui sont dans les deux dossiers. Une, je modifie dans l'autre. Oui, tout à fait. C'est juste des chemins différents. C'est comme si, en fait, tu avais fait une recherche ici affinée, avec un truc comme ça. C'est encore un autre moyen de recherche. Voilà. En gros, c'est toute ta recherche ici, bah, tu peux même la sauvegarder. Tu vois, tu peux dire, regarde, ici, si j'ai mis par exemple un mot-clé dedans, tu vois, je vais mettre métadonnées, hop, j'ai toutes les images ici, Sandra. Et je peux ici, par exemple, enregistrer les paramètres. Je vais l'appeler Sandra, par exemple. Ça devient un de mes paramètres de recherche. Tu vois, si j'enlève maintenant tout mon moteur de recherche ici, et que je mets mon moteur de recherche, et je mets sans note. Donc là, il me met, par exemple, toutes mes images. J'ai mes 11 images ici. Ou pourquoi que 3, je ne sais pas, mais... Toutes. Pourquoi est-ce que tu n'en mets que 3 alors qu'elles sont toutes là? Parce que la mise sans note, il y en a qui étaient déjà. Ah oui, c'est par rapport à des notes. Oui, merci, tu as raison, 100% raison. Là, je reviens par exemple dans mes filtres et je sélectionne filtre, Sandra. Voilà, il me filtre automatiquement toutes les photos à Sandra. Collection, c'est presque un peu la même chose, à part que tu retrouves visuellement ici. D'ailleurs, tu peux même faire des collections, ce qu'on appelle des collections dynamiques. Il va reprendre en fait tous les critères de recherche que tu as au-dessus. Et du coup, tu peux, par exemple, correspond à l'une, la taille, les couleurs, le nom, la source, l'instantané, la métadonnée, les trucs comme ça. Du coup, tu peux faire un système de recherche et créer automatiquement ici. Et ça peut même être dynamique dans le sens où si tu crées un ensemble de collections qui s'appelle mariage, et chaque fois que tu importes une série de photos, que tu mets le mot-clé mariage, ces photos vont automatiquement s'ajouter à cette collection. Et ça permet de gagner. Le but de Lightroom, c'est de vous faire gagner du temps. En fonction de vos choix, évidemment, vous pouvez avoir beaucoup d'automatisme ou très peu d'automatisme. Mais ça vous fait gagner un temps fou à ce niveau-ci. Si vous avez des collections qui sont créées, si vous avez des mots-clés qui sont créés, si par après vous développez vous-même vos paramètres prédéfinis pour faire automatiquement les photos avec tel style, tel style, tel style, et ben en 3 clics, paf, c'est fait, emballé, c'est pesé. Hein. Et après, on peut aller jouer à la PlayStation dans la maison, on est tranquille. Bref, les collections, ici, les dossiers de collection, c'est des trucs qui sont très très importants
ici, collection. Dossier, attention. Dossier, c'est où se trouvent physiquement, si vous comprenez ce que je veux dire, les photos. Exemple, ici, je sais que dans mon dossier 2015, dans le dossier juin et dans le dossier 6 juin, j'ai 6 photos. Pardon, j'ai 4 photos. C'est le dossier 6 juin. Si je fais un clic droit sur une image, je fais afficher dans le Finder. Et si je remonte ici, je vois Macintosh, Midstory, image, Lightroom P10, 2015, juin 6. Donc je sais que ça, c'est où se trouve ma photo physiquement dans mon ordinateur, sur quel disque dur. Et ça me permet de me dire, tiens, mes photos se trouvent là. Une notion très importante dans Lightroom. Si je retourne, je vais vous montrer ici. Je vais afficher le Finder. J'ai cette photo-ci qui est dans mon Lightroom. OK ? Je vais la déplacer. Je fais une bêtise. Ah tiens, je ne la veux pas là. S'il veut bien ou pas. Allez. Je vais la mettre sur le bureau. Je vais déplacer de son endroit d'origine. Je décide de l'éditer. Là, ça va. J'ai une version dynamique. Donc, je peux l'éditer quand même. Mais si je décide de l'exporter, à un moment donné... Quoi ? C'est quoi ça ? Ah merde, non, c'est rien. DX, on s'en fout. Donc, si je décide de l'exporter, il va me dire « Ouais, mais je peux pas, j'ai pas l'original. » Parce que je l'ai déplacé sans le dire à Lightroom. Je l'ai glissé de mon disque dur, je l'ai déplacé. Lightroom, il n'est pas au courant que je l'ai déplacé. Et tu fais comment pour lui dire ? Alors, là, il y a 2 solutions. Soit, ça ne marchera pas. Si tu n'as pas ton original, tu ne pourras pas sauvegarder, tu ne pourras pas exporter. Donc ça, tu fais... Il faut que le déplacement soit fait dans Lightroom. Voilà. Donc tu as deux solutions. Soit, je vais le remettre à sa place. Ici, regardez, si je fais un clic droit ici, et je fais afficher dans le Finder, je fais 1, je ne la trouve pas. Soit, donc là, tu fais une recherche, et tu dis, tiens, je sais où elle est, j'étais con, je l'ai mis sur le bureau. Elle est sur le bureau. Je vais faire sélectionner. Hop. Et là, normalement, toutes les photos, hop, il a retrouvé, même maintenant pour lui. Oui, mais la solution aurait été de partir de là et de l'enregistrer sous pour le mettre. Oui, si tu veux ça. Maintenant, la vraie solution, si tu veux la déplacer, regarde, tu vois ici, cette photo-ci, si je regarde où est-ce qu'elle est dans le dossier, elle est sur mon desktop, mon bureau, c'est en anglais malheureusement, elle est là. Si je veux la déplacer physiquement, ne pas qu'elle soit sur le bureau, là je vais justement ici dans Lightroom, dans le dossier, je sélectionne cette image-ci, et là, je vais la remettre, on va dire au bon endroit, je vais la prendre et je vais la glisser ici, déplacer, et du coup, on voit qu'elle n'est plus dans le bureau, elle est retournée dans... Voilà. Si tu dois déplacer des photos de ton disque dur d'un dossier à l'autre, faites-le dans Lightroom. Ne le faites pas à part de Lightroom. Sinon, Lightroom, il va être perdu. Si c'est une photo que vous savez où elle est, vous pouvez la retrouver. Mais si vous avez déplacé 20 photos qui étaient dans des dossiers différents... Et juste si je peux me permettre, si jamais tu fais sauvegarde dessous, précise que le type de sauvegarde soit du DNG. Parce qu'autrement, il va te la sauvegarder en format JPEG ou autre. Oui. Et du coup, tu tues la photo en fait. De base, tu tues la copie, tu tues celle qui est sur... La copie. Tu tues la copie maintenant. Si c'est une photo, une petite photo pour Internet, un JPEG de base, ça suffit. Mais ici, tu vois, Lightroom ne te permettra pas de sauvegarder sous. Lightroom, il va te permettre d'exporter ton image. Une fois que tu as édité, ça, c'est l'interface d'exportation. Tu as des paramètres déjà prédéfinis. Tu peux avoir des paramètres prédéfinis, par exemple, pour faire du time-lapse, pour faire pas mal de trucs, où tu vas définir... Techniquement, c'est un peu presque un autre cours, mais en gros, tu vas définir où est-ce que tu l'exportes, comment tu vas appeler ta photo ou pas, si tu veux la renommer. C'est pas de la vidéo. Là, c'est très important, c'est paramètres de fichier, c'est le format de fichier. JPEG, c'est pour Internet, on va dire. PSD, édition Photoshop. TIFF, impression, grande qualité d'image. PNG, c'est pour le web aussi. DNG, digital négative, donc ça veut dire que tu veux l'éditer par après.
Et original, c'est le format d'origine. À ce niveau-ci. Donc là, tu choisis un petit peu ton type de fichier, la qualité. Honnêtement, 100%, ça sert quasiment à rien, sauf si tu veux faire un gros tirage. Moi, 9 fois sur 10, en tout cas pour du JPEG, 60%, ça suffit pour Internet. Espace de couleur, je ne vais pas vous casser le cul avec ça pour le moment. Et là, on a notion autre importante aussi. Mais ça, voilà, c'est la résolution et la taille. Quand il est marqué 2000 sur 2000, ça ne veut pas dire que l'image sera carrée. Ça veut dire que le côté le plus grand, on a la longueur et la hauteur. Le côté le plus grand sera de 2000 pixels. Si ton image est rectangulaire, pas comme ça, ben le côté le plus grand aura 2000 pixels. Il va adapter l'autre en pourcentage. Et la résolution, c'est la destination. Gardez en tête, on verra la résolution à un moment donné précis. 72. La résolution qu'il donne là, c'est la résolution de l'image de la base. Non. C'est la résolution que vous choisissez. C'est la résolution que tu choisis pour l'exportation. Et où il vous donne la résolution de l'image D'origine pas là. Tu peux la voir dans Lightroom, mais 9 fois sur 10, quand tu travailles en JPEG, ta résolution, elle peut être à 300 dpi, mais en JPEG, ça ne sert pas tellement à grand-chose, en fait. D'autant plus que la résolution, c'est une valeur virtuelle. Oui, mais on est bien d'accord que si vous mettez 300 et que votre image n'a pas même 72 dpi, vous avez vraiment un gros problème. Ouais, 100% d'accord. Si ton image à l'origine... C'est pour ça qu'il faut savoir quelle est son... Mais si tu travailles en RAW, tu seras Office, Office 300 dpi, mais il y a beaucoup d'appareils qui font 240 dpi, mais c'est 300 dpi, on ne se casse pas là, c'est 300 dpi. Donc si c'est pour Internet, 72 dpi. Si vous voulez l'imprimer, 300 dpi. On verra un truc spécifique sur la résolution là-dessus, parce que c'est pas un truc de débat, mais le DPI est important, mais c'est une valeur virtuelle. Si ton image fait 2000 pixels sur 2000 pixels, s'il est en 300 dpi, tu pourras de toute manière pas l'imprimer en très très grande taille. Si ton image fait 2000 pixels sur 2000 pixels en 72 dpi, tu pourras pas non plus l'imprimer en très grande taille. Si ton image fait 20 000 pixels sur 20 000 pixels, là la résolution, on va pas dire qu'on s'en fout, mais bref. À propos du format, moi j'ai eu un photographe qui m'a donné des photos en JPEG en me disant écoute, la qualité est de toute façon très haute, si tu ne vas pas les modifier, il ne va pas les comprimer ou tu ne vas pas perdre d'informations. Et donc voilà, je te conseille de... Tu peux avoir des JPEG de bonne qualité, hein, c'est possible, mais tu peux, les trois quarts des impressions photos se font à partir de JPEG aussi, mais si jamais tu veux être sûr d'avoir une bonne quantité de couleurs, la différence aussi, c'est ce qu'on appelle... Attention, je ne vous demande pas de vous boucher les oreilles parce que c'est une question presque de niveau de classe 2, mais en gros, on a ce qu'on appelle la profondeur des couleurs, ce qu'on appelle les bits en couleur. On a le binaire, c'est noir-blanc, c'est deux couleurs. Et puis après, on va passer à 4, 8, 16, 32, tout ça, c'est chaque fois presque là. Les photos en JPEG, elles vont avoir, attention, 256 nuances de couleurs en rouge, en vert et en bleu. Et les images, tout ce que vous voyez sur un écran, un appareil photo, un écran, un projecteur, une télé, un écran d'ordinateur, d'iPhone, c'est en RGB, Red, Green, Blue ou RVB, rouge, vert, bleu si on est francophone. Tout il va être noté en ce qu'on appelle en 8 bits, donc c'est dire que chaque couleur, le rouge, le vert, le bleu, aura 256 variations. 256 verts, 256 bleus, 256 rouges, qui vont se multiplier les uns les autres. Donc c'est pas juste 256 qui peuvent s'additionner, qui du coup donnent ces nuances-là. Le JPEG, ça sera toujours du 8 bits 256, 256, 256. Les fichiers RAW, les fichiers bruts, sont non pas en 8 bits, mais vont être... Il y a des boîtiers qui vont jusqu'en 16 bits, mais en général, c'est 10, 12, voire 14. Mais 16, ça commence à arriver, mais c'est rare. Et je vais faire une pause sur la vidéo, et je vais vous montrer vite... Ah non, je ne vais pas faire une pause, je vais vite la montrer maintenant, comme ça vous allez comprendre un petit peu le bazar. L'importance du RAW, de nouveau, par rapport au JPEG. Bon, ici, je ne vais pas exporter, on s'en fout. Je vais juste, par exemple, ouvrir cette image-ci. Alors, modifier dans Photoshop.
et je vais vite faire une petite démo. Ça reste sur la même vidéo, mais c'est pas grave, ça marchera quand même, vous inquiétez pas. Working embed. Alors ça on va faire embed pour le moment. Mettre en plein écran. Donc ici, je vais temporairement vous montrer qu'est-ce qui se passe si jamais ma photo est en 8 bits, donc en JPEG. Faites votre appareil photo avec pas énormément de couleurs. Ça, c'est mon image, telle qu'elle. Ok ? Et je vais faire comme si je vais faire une édition, je vais éditer mon image, que ce soit Photoshop, Lightroom, un autre programme, le principe est le même. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Chaque fois qu'on va éditer sa photo, chaque fois qu'on va faire des choses à son image, on va petit à petit détruire et perdre des variations de couleurs. Vous voyez ici l'histogramme, c'est comme dans Lightroom. C'est toutes mes valeurs de couleurs. Là, on a les tons noirs, les gris moyens, les tons clairs. Et chaque fois, cette courbe, c'est chaque fois une valeur de luminosité en rouge, en vert, en bleu, en rouge, en vert, en bleu. Et là, c'est un petit peu le mélange des trois, ça va être la luminosité. Imaginez, ici, j'ai commencé à détruire mon image. Ça ne se fait pas dans la vraie vie, hein, mais comme ça, vous allez comprendre un petit peu le principe et quel est l'intérêt. Regardez, je commence à détruire mon image et au lieu d'avoir 256 niveaux de variation, je vais en avoir 13. Entre 120 et 133, il ne m'en reste plus que 13. Je vais faire OK. Et je vais encore détruire mon image. Vous voyez que mon histogramme, j'ai perdu beaucoup de valeurs, beaucoup de données. J'ai détruit mon image. Je vais encore aller un peu plus loin. Et c'est comme si j'étais un photoshopper fou et je voulais que mon image ressemble plus qu'à ça. On va même aller un peu plus trash. OK. Je vais faire OK. Maintenant, mon image, elle ressemble à ça. J'ai perdu toutes les données, toutes les valeurs. OK. Je vais essayer de dire, ah tiens, je vais corriger. Vous voyez, toutes mes données, j'ai plus que 2 niveaux de gris maintenant. Parce que j'ai trop détruit mon image. J'ai trop édité mon image parce que je l'ai travaillé en JPEG. J'essaie de récupérer. Je vais faire OK. Je vais essayer de récupérer encore. Et là, on voit que j'ai 4 valeurs de couleur. Je vais essayer de récupérer mon image. Voilà. Parce que je l'ai trop édité, je l'ai trop travaillé, j'ai détruit toutes les valeurs de couleur. Et maintenant, mon truc ressemble à un pop art. Ceci dit, c'est pas vilain. Je vais peut-être la sauvegarder telle quelle. Mais ça, on ne veut pas. On ne veut pas arriver jusque-là. Donc, il est mon historique. Ici. Je vais revenir à mon image d'origine. Et maintenant, mon image d'origine, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe en 16 bits. Donc, au lieu d'avoir 256 niveaux de couleurs, dans les rouges, dans les verts, dans les bleus, on en a combien ? 16 000. On va avoir 16 000 variétés de bleu, 16 000 variétés de rouge, 16 000 variétés de vert. Donc, c'est-à-dire un tout petit peu plus. Tout petit peu. Et regardez, je vais faire un petit peu la même chose. Niveau. Je vais détruire mon image. Je vais diminuer la variation de couleur. OK. Niveau, je vais recommencer. Hop. Et ici, j'ai plus qu'un niveau de gris. J'en ai même plus 4, j'en ai plus que 1. Mon image est juste gris, neutre. J'ai détruit mon image. Il n'y a plus rien. Un niveau de gris. Et bien, comme je suis en 16 bits, comme j'ai beaucoup plus de variations, je vais essayer de récupérer la qualité de mon image. Je vais faire OK. Je vais essayer de récupérer encore. Vous voyez, j'ai déjà récupéré pas mal de couleurs. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est magique. Et je vais essayer de récupérer. Hop. Voilà. De un niveau de gris, j'ai récupéré une image quasi identique à l'origine. Parce que j'ai tellement plus de variations, tellement plus de détails, tellement plus de données, qu'on peut se permettre d'éditer, de modifier son image, de la sauvegarder, de la réouvrir, de l'éditer, sans vraiment perdre énormément de données. Là, c'est un cas extrême, hein, c'est une démonstration extrême que je montre. Personne n'édite des photos de telle manière pour en arriver à telle valeur. Où vous voyez ici, mon histogramme, maintenant, c'est un peigne. C'est un peigne à poux, quoi. C'est plus une image.
Donc c'est pour vous démontrer l'intérêt du fichier brut, fichier RAW. Ça prend plus de place, ça prend plus de place sur la carte mémoire, sur le disque dur, c'est un peu plus lent à travailler, c'est un peu plus de taf, mais vous avez tellement plus de données que ça vous permet d'éditer et d'être plus créatif, d'avoir moins peur de détruire la qualité de votre image et de surtout être sûr d'avoir une image suffisante en qualité pour faire des tirages. Même si vous avez un boîtier de 8 millions de pixels, vous pouvez faire un tirage très très grand parce que vous avez beaucoup de détails, de données. Les boîtiers professionnels, quand moi j'ai commencé à bosser à fond dans la photo, en 2003, les boîtiers pro, ils faisaient 4 millions de pixels. Hein. Les EOS 1D, les boîtiers à 10 000 balles à l'époque professionnelle, ils faisaient 4 millions de pixels. Et des boîtiers à 4 millions de pixels, on faisait des tirages de 3 mètres sur 4. On faisait des abribus, on faisait des grands tirages avec 4 millions de pixels. Donc, la résolution, c'est pas tout. Il y a le travail de l'éditeur, du Photoshop et des trucs comme ça. Ok. Ça va, c'est plus ou moins... De nouveau, c'est beaucoup de choses, hein, mais j'ai confiance en vous. Ça va aller, vous allez voir. Donc, quand vous allez revoir la vidéo avec juste moi qui fais les effets de voix sans avoir ma tronche derrière, mais c'est quoi ce débile? C'est moi. Et il n'y a pas la caméra, mais c'est pas grave. Je vais vite vous remontrer. Ici, je vais vite faire un petit import pour vous montrer ce qui se passe quand on fait un deuxième import à ce niveau-ci. Donc, je vais de nouveau importation. Vous voyez qu'ici, par exemple, je pourrais par exemple réimporter avec mes pré-réglages que j'avais fait avant. Donc, du coup, il m'a gardé mon noir et blanc plat avec mes métadonnées que j'ai choisies en les déplaçant avec tout ce que j'ai voulu régler. Mais là, par exemple, je veux juste pas que tu l'édites, je veux juste que tu les gardes telles quelles et que tu leur donnes les métadonnées que j'ai choisies. Et là, je vais prendre, où est-ce que c'est? Exemple, reportage. Donc ça, c'est toute une série de photos. Il y en a combien? 241 photos pour la foire du vin dans un magasin Carrefour avec plein de photos, des trucs comme ça. Ok, donc il y a 241 photos, c'est un petit reportage. Excusez-moi, le OK. En DNG, donc il y a peut-être déjà des mots-clés qui sont intégrés dedans, mais c'est pas grave. Je vais rajouter les mots-clés ici. Virgule, Carrefour, virgule, reportage, virgule, foire du vin, virgule. Et j'ai aussi la possibilité de, automatiquement, je vais créer déjà, je ne peux pas créer des ensembles de collections ici, je vais appeler reportage, foire du vin. Foire d'Ivan, non, d'Ivan. Bref, on s'en fout, foire du vin. Je vais faire créer. Donc, il m'a automatiquement créé déjà un premier petit catalogue, une collection, pardon, avec toutes les photos sélectionnées. Il va les déplacer. Et là, créer aperçu dynamique, je vais les décocher, parce que je m'en fous un peu. Et je vais faire importer. Hop. Easy peasy. Ça va très vite parce qu'elles sont déjà sur mon disque dur, donc tu n'as pas perdu de temps à les déplacer, à les copier. Là, il crée juste des aperçus standards, pas dynamiques. Et on voit que mon catalogue est passé à 252 photos. Mon importation en cours, donc celle-ci, 241 photos. Et on voit que j'ai ma collection ici, avec reportage foire du vin, 241 photos. Ça me permet déjà d'un petit peu les trier, les savoir où ils sont. J'ai les mots-clés qui sont repris ici. Liste des mots-clés. Voilà. Il va me suggérer déjà des mots-clés que je peux rajouter dessus, mais là, il n'y a pas besoin, c'est intégré. Maintenant, comment moi, par exemple, je travaille. J'ai ici continué à aller... Je ne dois pas attendre la fin du processus pour déjà commencer à bosser. Hein. Donc, je vais, par exemple, d'emblée prendre mon petit marqueur ici, par exemple, et lui indiquer mon marqueur marqué, neutre ou rejeté. Donc ça, c'est une première possibilité. J'aime bien cette méthode-là. Comme ça, avec ma petite bombe de peinture, je peux dire laquelle je veux garder, laquelle je ne veux pas garder. Ici, je vais faire plus simple. Je vais naviguer avec les croix de direction ici, et je vais essayer de dire, tiens, celles qui sont vraiment prenantes, celles qui ne sont pas prenantes. De base, si jamais la vignette est trop petite pour moi, je vais augmenter la taille des vignettes.
Voilà, en général, 3, ça me plaît bien. Ici, je peux d'emblée me dire, tiens, il y a 3 photos qui sont ici similaires. Soit je sais d'office que certaines ne sont pas bonnes. Par exemple, celle-ci, je m'en fous parce que on voit un échange, mais c'est pas super intéressant. Donc celle-ci, je peux mettre un petit X pour dire, je la veux pas. Si j'ai un doute sur ces deux-là, je peux sélectionner les deux. Je peux faire ici tablette lumineuse pour les voir un petit peu en plus grand. Ou ici, comme ça j'ai vraiment les deux, et savoir laquelle est plus intéressante. Alors celle-ci, il y a un petit peu un regard de haine qui se dirige vers moi, donc elle est peut-être un petit peu moins intéressante. Donc je vais plutôt garder celle-ci, je vais marquer celle-ci, et celle-ci, on va la rejeter par exemple. Je vais revenir, allez mec, bon, gris pour gris, et celle-ci, je vais aussi la marquer en X. Et là je vais continuer par exemple, je sélectionne, est-ce que celle-ci est intéressante? Non, X. Est-ce que celle-ci est intéressante? Neutre, donc je ne sais pas encore. Celle-ci n'est pas super intéressante parce qu'elle ne représente pas du tout la foire du vin. X, neutre. Ici, celle-ci est intéressante. Oui, parce que on a, ça vous verrez aussi, hein, on va avoir un peu un sujet, les deux personnes qui goûtent le vin, on va avoir du coup un peu un contexte et on va même voir un petit avant-plan, même c'est pas grave s'il y a des personnes floues à l'avant-plan, ça pose pas de problème. Donc celle-ci, je la sélectionne. Je passe à la suivante. Celle-ci est intéressante, non, X. Celle-ci est intéressante, je la laisse en neutre, parce qu'elle est moyennement intéressante. Celle-ci, oui. Celle-ci, oui. Celle-ci, non. Qu'elle ne représente pas du tout la foire du vin. X, attendez, là je me suis trompé, je reviens en arrière. Donc je fais P, hop. Là c'est le directeur du magasin qui attend patiemment le chaland. De nouveau, j'ai 3 images. Laquelle est la plus intéressante? Soit je sélectionne les 3 et je fais une petite vignette, soit j'essaie de me fier un petit peu à mon instinct. La première, non. La deuxième, oui. Mais j'ai l'impression qu'elle est légèrement floue. Donc quand on a un doute, qu'on veut l'avoir en plus grand, on appuie sur la barre d'espace. Effectivement, elle n'est pas nette. Est-ce que la précédente est nette? Non. X. La troisième, pique, on va la garder. Ici, la première, de nouveau, j'en ai 3 qui suivent, petite série. La première, non. Là, j'aime bien les deux suivantes parce que le directeur régional de Carrefour, monsieur Patrick Cottard, me tend un petit toast. C'est un mec encore un peu cool, même s'il fait partie d'une boîte de connards, mais c'est pas grave. Là, on a ces 2 images-ci, mais celle-ci est plus intéressante parce que le personnage au centre il sourit un petit peu plus. Donc P, je prends, hop, celle-ci, X, j'ai pas besoin de garder les 3. Celle-ci, c'est un chouette portrait. Je vais la garder quand même. Parce que le portrait est intéressant, mais ça ne parle pas tellement du contexte de la foire du vin. Mais on peut avoir des photos un peu ciblées. Donc je la garde. Celle-ci, hop, je la garde. Celle-ci, elle est floue, X, je la back. Celle-ci, elle est floue, je la back. Celle-ci, on en a 2 qui sont un peu similaires. Je vais garder la deuxième. Alors, petit truc, par exemple, pour faire gagner du temps et pour gagner un petit peu en lisibilité. Ici, on voit que les photos qui sont rejetées sont grisées. On voit que les photos qui ne sont pas encore taguées sont visibles, les photos qui sont sélectionnées sont visibles. Petit truc, on va dans Attributs et je vais demander à Lightroom de me montrer que les photos gardées et les neutres. Et toutes celles que j'ai en quelque sorte rejetées, elles s'effacent déjà. Exemple ici, j'ai 3 photos qui se suivent, celle-ci ne m'intéresse pas parce que j'ai quelqu'un qui est mal cadré. J'appuie sur X pour la rejeter, hop, elle disparaît. Elle n'est pas effacée, elle est juste temporairement masquée. Donc celle-ci, la première, celle-ci me plaît bien, et la deuxième est trop vague. Donc celle-ci, je la garde, et la deuxième, celle-ci me plaît moins bien, je la rejette. Là, c'est justement celle-ci, elle est d'office pas bonne. X, on la back. Ces 2-ci, elles sont très similaires, je vais garder la deuxième. Celle-ci n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc petit à petit, et en fait très très vite, vous voyez là on a 4 photos. J'appuie sur majuscule pour sélectionner, s'il veut bien, les 4. Et je vais ici dans ma tablette lumineuse. Et laquelle est la plus intéressante? Moi, je trouve sur les 3, celle-ci la plus intéressante, parce que là, on a le regard un petit peu intéressé du directeur. Hop, je la marque. Et les autres, je les rejette. J'ai pour venir sur la grille. Et petit à petit, mon reportage, il s'affine. Est-ce que celle-ci est intéressante? Non. Est-ce que celle-ci est intéressante? Un peu plus. Après, là, est-ce qu'il y a un intérêt? Non. Est-ce qu'il y a l'intérêt? Oui. Celle-ci, la photo est chouette, je vais la garder quand même. Celle-ci, il y a de l'intérêt, mais il y a quelque chose dans le chemin, donc non. Celle-ci, elle est perdue, la dame c'est pas une photo très intéressante.
Celle-ci, elle a les yeux qui ferment, c'est dommage. Celle-ci, plus intéressante, on la garde. Là, ici, de nouveau, c'est une photo d'ambiance qui se passe avec le... Hop, je la garde. Celle-ci, pas intérêt. Pas intérêt. Trop... Allez, je garde. Celle-ci, j'aime pas son regard, je la back. Pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt. Celle-là, je la garde, pique. Celle-là, je la garde, pique. Et petit à petit, hop, hop. Celle-là, je la garde, pique. Celle-là, on back. Celle-là, on garde. Celle-là, pas d'intérêt. Celle-là, on pique. Celle-là, pas d'intérêt. On pique. Celle-ci. On va la garder. Hop, celle-ci. Allez, on va la garder. Même s'ils ont l'air de rien foutre, c'est pas bon pour eux, mais on s'en fout. Celle-ci, les bananes et le vin, allez hop, on va la garder. Celle-ci, pas d'intérêt. Là, les deux, on va garder la deuxième, parce qu'il y a le geste qui amplifie de la main. Celle-ci n'a pas d'intérêt, donc on pique. Hop, là, on va en avoir deux. Je vais garder la deuxième, parce que j'aime bien le petit côté flou, net flou. Hop, mais je vais la laisser neutre, parce que je ne suis pas sûr que je l'envoie au client. Celle-ci, pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt. Pique, pique, pas d'intérêt. Les gens commencent à avoir un peu bu. Hein. Ça dure combien de temps? 3 heures. C'était à volonté, hein, Pinard. Il y avait 16 vins à goûter. Je peux dire que c'était marrant parce que l'année suivante, je suis retourné, il y avait beaucoup moins de monde, donc c'était plus intime. Mais à un moment donné, les vigiles m'ont dit, écoutez, il est 23h, l'alarme va automatiquement se mettre en marche à 23h, donc il faut s'arrêter. Et on a continué, on a fini sur le parking. Et en fait, toutes les personnes qui avaient acheté du vin, on a commencé à faire du... Et le directeur qui était là aussi fait, j'ai ma caisse dans mon coffre aussi. Enfin, bref. Hop, non. Oui, ben, franchement, bonne petite soirée. Hop. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle est un petit peu isolée, pas mal. Celle-ci, pas d'intérêt. Celle-ci, pas d'intérêt. Pas d'intérêt, pas d'intérêt. Hop, celle-ci, oui. Parce qu'il y a quand même des personnes qui ne buvaient pas comme des trous. Celle-ci, on les prend. Celle-ci, on la prend. Ces deux-ci, pas d'intérêt, pas d'intérêt. Attendez, je suis un peu paumé là du coup. Alors, celle-ci. Dans ce cas-là, tu as demandé à la dame de mettre le bel comme ça? Non. Non. Non, c'était ouais, j'ai été tombé au bon moment, au bon endroit. Donc celle-ci, justement, j'ai fait... tiens, est-ce qu'on fait un contexte avec du raisin en avant-plan et le vin en arrière? C'est dommage qu'il y a le panneau. Ou est-ce qu'on met le vin ici? Donc là, vu que j'ai un doute, je vais garder les deux. À ce niveau aussi. Celle-ci, pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt. Peu d'intérêt. Mal cadré, c'est dommage. Celle-ci, on va la garder. Celle-ci, on va la garder. Pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt. Pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'intérêt. Bonjour mademoiselle, pas d'intérêt. Celle-ci, on va la garder quand même. Celle-ci, on va la garder aussi. Hop, pas d'intérêt. Pas d'intérêt, pas d'intérêt. Pas d'intérêt, celle-ci on va la garder. Et lui qui dit non, on n'en boit plus, hop, on la prend aussi. Hop, tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt, celle-ci, si quand même. Fort du vin, on les garde. Fort du vin, on les garde. Vous voyez la quantité de bouteilles qui ont été... Très bon petit vin australien, 19 Crime. Très très bon petit vin australien. L'étiquette est vivante dans le sens que l'étiquette a un système de réalité augmentée. Pour ceux qui connaissent, c'est une surcouche. On l'utilise avec des téléphones, je vous l'apporterai un jour. En gros, vous utilisez une application spécifique, vous cadrez la bouteille de vin avec cette application et le personnage sur l'étiquette prend vie et commence à parler via le téléphone. C'est bluffant, c'est vraiment génial. Hop, la réalité augmentée, il y a un vrai potentiel... non, celle-ci, j'en veux pas en fait. La réalité augmentée, il y a un vrai potentiel commercial avec ça aussi, hein, pour les graphistes et les photographes. Celle-ci, super intéressante. Hop, on les garde. Pas intéressant, pas intéressant, pas intéressant. Celle-ci, oui, allez. Non. Non.
Non. Moyennement, parce que c'est de l'eau. Celle-ci, oui. Mais justement, il y a les deux. Donc celle-ci, on va plutôt la mettre en neutre. Et celle-ci, du coup, en rassemblé. Celle-ci, oui, parce qu'elle est un peu vivante. Donc, pique. Hop. Celle-ci, je vais la laisser en neutre, parce qu'il y a peu d'intérêt. Et alors là, neutre, 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 neutre. Hop. Celle-ci, on va la laisser pour dire, tiens, ils ont tout acheté. Neutre, pique, neutre. Hop, on va la prendre. Pas d'intérêt, pas d'intérêt. Intérêt, hop. J'étais sur celle-là. Pique. Alors ici, voilà, on va plutôt garder celle-ci. Mais les autres, elles sont floues. Pas utilisables. Et oui, très très vite, on peut... Allez, on va la garder. On rejette. On va garder celle-ci, pas intéressante, pas intéressante, pas intéressante. Hop, encore indiqué. Les directeurs qui se félicitent eux-mêmes. Oh, tu étais très 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 bien, toi aussi tu es très très bien. Hop, on va la marquer. Hop, celle-ci, on va la marquer. Elle est intéressante. Neutre, neutre. On va la marquer. À choisir, oui, plutôt celle-ci. Neutre. Hop. On rejette. On rejette, c'est trop. Tac, tac, tac. On la reprend. Neutre. Pas intéressant, pas intéressant. Les gens qui achètent plein de vin, c'est hop. Et le reste, là, il commence à faire sombre. D'ailleurs, on peut voir à quelle heure a été prise cette photo. Métadonnées. Là, à 9h moins 7. Ça va encore. Hop, mais est-ce que c'est intéressant ou pas? On va plutôt... Non. Donc ça, on rejette, on rejette, on rejette. Là aussi, je pourrais faire avec la tablette de visionnage, mais on va juste garder la dernière. Pique, on rejette, on rejette. Tout ça, là. Plus d'intérêt. Je crois que j'avais peut-être bu un tout petit peu aussi. Mais... Hop, on prend et on rejette. Voilà, en gros, en 5 minutes, j'ai fait ma sélection d'images. Et en gros, si je refiltre et je n'affiche que les photos que j'ai retenues, sur mes 240 photos, ben, j'en ai gardé 66. Vous voyez que mon numéro ici, ça c'est la photo de ma quantité de photos affichées ici. Et le dernier petit panneau qui est en bas, ben en fait, ça va permettre de réafficher en fait toutes les miniatures. Parce que, exemple, ici, vous voyez que j'ai gardé par exemple celle-ci, je peux voir en grand. Et j'ai mis un garder sur les deux images. Et en fait, je peux dire, bah, tiens, non, finalement, celle-ci, je n'en veux plus, je l'enlève. Du coup, je suis passé à 65 images. 65 images pour un petit reportage, c'est pas mal. Ça, c'est ma méthode un petit peu d'importation qui me permet de très vite, déblayer un petit peu aussi. Ici, j'ai gardé les deux. Vous vous rappelez laquelle est la plus parlante? Celle-là. Celle-là? Je pense aussi. Hein. Et tu es obligé de mettre à feu l'une des deux choses. Tu ne pouvais pas faire les deux en même temps? Les deux nets? Si, mais je voulais justement ce petit effet de contexte un petit peu flou. Moi, je voulais donner soit justement cette petite ambiance-là, mais tu vois, donc celle-ci finalement non, ne, donc je mets U, je la supprime. Alors celle-ci, évidemment, après il faudra l'éditer. C'est dommage que j'ai ce panneau-là dedans, mais vu qu'elle n'était pas scénarisée, c'est pas une superbe image. Après, on peut toujours la recadrer. Oui, avec Photoshop, on peut retirer le panneau, évidemment, mais... Même, je sais pas si c'est une manche ou quoi, mais le truc blanc sur le côté gauche, là. Ça? Ouais. Ça, c'est un sac. Je l'aurais retiré perso. Oui, bah oui, moi aussi, mais là, j'étais en reportage, je n'allais pas commencer à... Mais tu as tout à fait raison, oui, tout à fait raison. Donc là, en gros, voilà ma sélection, mais je pourrais, à mon avis, encore en soustraire quelques-unes, hein, certaines où j'avais des doutes, par exemple. Mais voilà, en gros, ma sélection de reportage est faite. Après, on peut lui attribuer des notes, on peut encore affiner. Parce que j'ai besoin d'envoyer 65 photos pour un reportage de la Foire du Vin.
Est-ce que tu as le droit, en ce contexte-là, de demander aux gens de poser de quelque façon? Pas dans le farfelu non plus, mais de toute manière aussi, dans des contextes pareils, tu as toujours des gens qui sont un peu gênés par les photos. Donc, quand vous faites des situations, des photos, des reportages, des trucs comme ça, vous sentez que les gens sont royalement embarrassés, vous faites « Excusez-moi, monsieur, désolé » ou « Madame, on passe à autre chose, il n'y a pas de problème. » Là, dans ce cas-ci, si par exemple tu vois qu'ils sont de bonne humeur, ils sont là avec le vin, ils te regardent, ils font un petit sourire, ils te font un petit santé, tu fais un petit geste, un petit santé ou un petit truc comme ça, les gens posent par exemple. Cas de figure débile pour le reportage de mariage de ma sœur. J'ai été faire une photo de mon oncle, de ses enfants et de sa femme que j'avais plus vu depuis très très longtemps, et il a commencé à s'énerver en disant tu fais chier avec ton appareil photo. Je fais, pas de problème, monsieur. Bonne cérémonie de mariage. Voilà. Et voilà. Et aucune photo de lui au mariage de ma sœur. C'est comme s'il n'était pas là. Mais bref. Ça va plus ou moins pour le... Là, on a vu l'importation, on a vu la méthode de catalogage. Et de nouveau, regardez ici. Donc, j'ai mes 65 photos. Je peux, par exemple, sélectionner toutes ces photos-ci. Et ici, j'ai mon... comment dire, ça c'est dans mon reportage Foire du vin. Toutes ces photos qui sont sélectionnées avec un petit drapeau, regardez, on peut faire l'inverse. Je peux prendre par exemple, affiche-moi les photos neutres et les photos rejetées, mais pas les photos sélectionnées. Vous voyez, ça c'est toutes mes photos qui sont soit neutres, soit rejetées. Là je vais faire une sélection de toutes mes photos, et si je ne me trompe pas, et c'est possible que je me trompe, on peut les enlever de cette collection. Ah, putain, pourquoi j'enlève? Je vois rien. Alors, si pas. On peut les enlever en les sélectionnant puis supprimant. Mais alors, si je fais ça, je fais supprimer. Ils gardent que celles qui ont été les bonnes. Merci. Parfait. Mais elles existent toujours dans mon ordinateur. Hein. Oui, elles sont toujours là. Si je... Même dans toutes les photos, elles y sont toujours. Oui. Dans toutes les photos, elles sont là. C'est effectivement, dans la collection, elles ont disparu. Mais je crois qu'il y avait un raccourci. Tu vois, comme partout, tu peux faire des menus contextuels. Tu as des menus ici, par exemple, pour... voilà. En fait, il y a ça, mais uniquement quand les codes avec les étoiles. Mais quand c'est juste des petits drapeaux comme ça, il fait ça vite. On choisit celle qui reste et les autres, il les supprime. Mais quand c'est... allez, il y en a qui ont code sur 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, c'est un peu plus compliqué. Du coup, il faut choisir celle à garder. Là, il y a le menu contextuel. Génial. Oui, ok, oui, parfait. Bah oui, c'est logique. C'est logique. Mais du coup, je vais faire pour le cas de figure ici, par exemple, tu vois, j'ai toutes les photos. Et qu'est-ce qui se passe si on fait justement affiner les photos? On en avait parlé tout à l'heure, avec celles qui sont rejetées. Si je clique dessus, alors les photos neutres seront marquées comme rejetées et les photos retenues redeviendront neutres. Mais en gros, c'est bizarre parce que normalement, ils ont peut-être changé de politique aussi, parce que je me rappelle, moi, à une époque, et je vous avoue qu'affiner les photos, je ne le fais jamais parce que j'ai peur d'effacer les photos. À une époque, pour moi, affiner les photos, ça effaçait les photos rejetées et ça mettait les photos neutres en rejetées. Mais ici, peut-être qu'ils ont dit, tiens, non, ça fait trop d'erreurs, et ils ont peut-être enlevé ce système automatique, mais ce n'est pas dramatique. Parce que là, du coup, si tu veux juste voir les photos rejetées, tu fais de nouveau avec ton petit filtre, montre-moi toutes les photos rejetées. Bon, celle-ci, elle n'est pas rejetée, elle est, on va dire, neutre. Ça, c'est toutes mes photos rejetées. Et celle-ci n'est pas neutre non plus. Et celle-ci n'est pas neutre, enfin, non, n'est pas rejetée non plus. OK. Je regarde si je n'ai pas trop déconné. OK. Là, à nouveau, je peux faire sélectionner tout, retour arrière, et tu peux les retirer de Lightroom. Donc, elles existent toujours physiquement sur ton disque dur, mais elles ne sont plus dans ta bibliothèque, ou les supprimer du disque. Allez. Voilà. Et là, je suis passé à 76 photos. C'est con, mais oser parfois supprimer des photos. Je sais que je ne l'ai pas fait avec mes 280 000 photos, mais si, parce que là, je suis passé à 25 000. Bref,
j'ai gardé en gros que 10% des photos de mon catalogue global. Donc parfois, oser supprimer des photos ou des photos qui sont... Tu as 2 photos qui sont... Tu as fait vite une petite rafale en studio qui sont exactement les mêmes. Ça ne sert à rien de perdre de l'espace pour 2 photos qui sont exactement les mêmes. Donc, n'hésitez pas à élaguer, à alléger un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez des questions déjà aussi pour le moment? Donc on a revu l'importation, on a vu le catalogage, on a vu les méthodes de tri, les méthodes de sélection. À ce niveau-ci, ma collection est là, les photos sont là. On peut créer, il n'y a pas de limite, hein. On peut créer autant de collections qu'on veut, on peut créer des ensembles de collections, des ensembles de collections dans l'ensemble de la collection. On peut faire beaucoup de choses à ce niveau-ci. Ça va pour le moment? Oui. Je vais arrêter aussi cette vidéo-là.